Quand on pense à Tina Turner, l'image qui vient tout de suite, c'est presque un mythe. La reine du rock'n'roll, cette énergie pure sur scène. La crinière de lionne, la voix. Oui, cette voix, capable de tout emporter. Une carrière immense, 8 Grammy Awards, des concerts à guichet fermé. En apparence, on se dit, c'est la vie parfaite. C'est l'image d'une réussite totale, d'une force de la nature qui semble n'avoir jamais connu le doute. Une icône, quoi. Exactement. Mais quand on se plonge dans les sources qu'on a là, et notamment ce texte très détaillé qui s'appuie sur les confidences de son mari, Erwin Bach, on découvre une histoire radicalement différente. Bien plus complexe. Et c'est un peu ça notre objectif aujourd'hui. D'aller au-delà de cette image, de gratter un peu le vernis de la légende. Pour voir la femme, comprendre les luttes, la douleur, et surtout cette résilience extraordinaire qu'il a forgée. C'est une histoire bien plus sombre qu'on ne le pense. Mais aussi beaucoup plus inspirante. C'est une histoire de survie avant d'être une histoire de succès. C'est ça. Et pour comprendre cette survie, il faut remonter bien avant Tina. On va à Nutbush, Tennessee, en 1939. Elle s'appelle Anna Mae Bullock. Et on est très très loin des paillettes. Famille de métayers, le sud rural des États-Unis. Le premier choc, en fait, arrive avec la Seconde Guerre mondiale. Ses parents partent travailler dans une usine de défense, ce qui est assez courant à l'époque. Sauf qu'il la laisse, elle et ses sœurs. Oui, il les laisse chez les grands-parents qui sont décrits comme très très stricts. C'est déjà une première rupture, ce sentiment d'être mise de côté. Mais le vrai traumatisme, celui qui va la marquer à vie, c'est à 11 ans. Sa mère, pour échapper à une relation violente avec le père de Tina, décide de partir. Et elle part seule. Sans un mot. Elle abandonne ses enfants. Comment on se remet de ça à 11 ans? C'est quasiment impossible. Elle l'a expliqué plus tard, ce sentiment dévastateur de ne pas être désiré, d'être abandonné par la personne qui est censée vous protéger plus que tout au monde. Et ce sentiment, ça devient vraiment le fil rouge de sa vie. une blessure fondamentale. Exactement. C'est la clé pour comprendre beaucoup de ses peurs et de ses choix plus tard. Et ça ne s'arrête pas. 2 ans après, son père se remarie et il fait pareil. Il les abandonne à son tour. Les voilà donc chez l'autre grand-mère. C'est aussi à ce moment-là qu'un drame terrible survient. Elle perd sa demi-sœur et 2 cousins dans un accident de voiture. C'est une accumulation de tragédies. C'est sidérant pour une si jeune fille. Et c'est pourtant là, au milieu de tout ça, que son caractère commence à se forger. Pour s'en sortir, elle va travailler très jeune comme femme de ménage. Ah oui ? Oui, pour une famille aisée. Elle apprend très tôt à ne compter que sur elle-même. Cette indépendance, cette force de caractère, elle ne vient pas de nulle part. Elle naît de ça. On avance un peu. À 16 ans, sa grand-mère meurt. Elle retrouve sa mère et la suit à Saint-Louis. Et là, c'est le choc. Elle découvre la scène musicale. Et un soir, au Manhattan Club, sa vie bascule. Elle voit jouer un certain Ike Turner et son groupe, les Kings of Rhythm. Et là, elle est fascinée. Elle veut chanter avec eux. Les sources disent qu'elle a insisté pendant des semaines, mais qu'Ike l'ignorait complètement. Royalement. Jusqu'à ce soir, où pendant une pause du groupe, elle attrape le micro. Et elle chante une ballade de B.B. King. Et là, silence dans la salle. Sa voix est tellement puissante qu'Ike l'engage tout de suite. C'est le début de sa carrière, mais sa vie perso, c'est toujours le chaos. Ah oui. À peine sortie de l'adolescence, elle tombe enceinte du saxophoniste du groupe. Raymond Hill. C'est ça. Sa mère la met à la porte, et Raymond, lui, l'abandonne juste après la naissance de leur fils, Craig. Donc elle se retrouve mère célibataire, sans aucun soutien. Son seul refuge, sa seule stabilité à ce moment-là, c'est Ike et le groupe. Elle est déjà dans une position de dépendance totale. Et c'est là qu'on arrive à ce point, mais vraiment glaçant. Le nom Tina Turner, ce n'est absolument pas son choix. A Fool in Love pour un autre chanteur. Et le jour de l'enregistrement, le chanteur ne vient pas. Du coup, Anne May, elle, prend sa place. Le disque marche bien et le patron du label est subjugué. Il veut en faire la star. Et Ike, il voit l'opportunité, mais il va beaucoup plus loin que juste lui donner un nom de scène. C'est-à-dire ? Il dépose le nom Tina Turner comme une marque commerciale, une marque déposée. Attends, ça veut dire que… Ça veut dire que légalement, le nom lui appartient à lui. Si elle partait, il pouvait juste la remplacer par une autre chanteuse et continuer le business sous le nom de Tina Turner. C'est terrifiant. Il ne l'a pas renommée, il se l'est appropriée. C'est le début d'une emprise totale. Totale. Et qui va devenir violente très vite. Leur mariage en est un exemple sordide. Une cérémonie expédiée à Tijuana et juste après, pour la nuit de noces, Oui. il l'emmène dans un bordel assister à un spectacle sexuel.
L'humiliation est si profonde qu'elle mettra des décennies à en parler. Et la violence physique, elle a commencé quand? Très tôt, la toute première fois, il l'a frappée avec un embauchoir en bois, juste parce qu'elle avait osé douter du fait de changer de nom. Non. Et c'est devenu une routine. Elle montait sur scène avec des bleus, la mâchoire enflée. Le public voyait cette énergie folle, mais en coulisses, c'était l'enfer. Et il faut ajouter à ça la drogue, l'infidélité permanente de Dyke, ses troubles bipolaires. C'est un miracle laquelle est tenue. Mais en 1968, elle craque. Elle n'en peut plus. Avant un spectacle, elle avale une 50aine de somnifères. Une tentative de suicide? Oui. L'équipe la trouve, l'emmène à l'hôpital. Le pire, c'est qu'à son réveil, la première chose qu'Ike lui dit, c'est « Tu devrais mourir, espèce de conne ». Et il la force à retourner travailler. C'est inimaginable. L'emprise était à ce point total. Le point de rupture, le vrai, il arrive bien plus tard, en 1976. Ils sont à Dallas pour une tournée. Une énième dispute dans la voiture, plus violente que les autres, et cette fois, pendant que Ike s'endort, elle prend une décision. Elle s'enfuit. Elle s'enfuit de l'hôtel, elle n'a rien, l'image est folle, elle traverse une autoroute à pied, en robe de scène blanche, couverte de sang. Elle arrive dans un motel et le réceptionniste, choqué, lui donne une chambre. Et tout ce qu'elle a sur elle, c'est 36 cents. Et une carte de crédit pour l'essence, rien d'autre. C'est un départ de zéro alors qu'elle est une star mondiale. Et la période qui suit est terrifiante. Absolument. Elle vit grâce aux bons alimentaires. Sa propre mère prend le parti d'Ike en lui disant qu'elle n'aurait pas dû quitter un homme qui la faisait vivre. C'est terrible. Et elle vit dans la peur. Des hommes de main d'Ike qui tirent sur les fenêtres de sa maison, qui incendient sa voiture. C'est une vraie campagne d'intimidation pour la faire revenir. On arrive au divorce en 1978. Et là, il y a ce moment clé. Ike veut tout garder. L'argent, les droits. Et Tina, elle ne demande presque rien. Quelques voitures, des bijoux, mais elle insiste sur un seul point, non négociable. Elle veut garder le nom, Tina Turner. Exactement. Mais c'est fou, non? On pourrait penser qu'elle voudrait se débarrasser de tout ce qui la rattache à lui. C'est là que c'est un coup de génie. Elle a compris que ce nom, qui a été créé pour la posséder, était aussi son seul et unique capital. Son identité artistique. C'est ça, c'était la seule chose de valeur qu'elle avait construite avec son talent. En le gardant, elle ne gardait pas le souvenir d'Ike, elle se réappropriait son histoire. Elle pariait qu'elle pouvait donner un nouveau sens à ce nom. Un sens de liberté, de force. C'était un pari incroyablement audacieux. Et un pari qui a mis du temps à payer. Les années suivantes sont très très dures. L'industrie la voit comme une has-been, la moitié d'un duo qui n'existe plus. Elle joue dans des cabarets à Vegas, des petits clubs. Et la source le dit bien. À l'époque, pour une femme noire de presque 40 ans, relancer une carrière dans le rock, c'était quasi impossible. C'est pendant cette période qu'il y a eu cet épisode un peu controversé, sa tournée en Afrique du Sud en 1979, en plein apartheid. Ah oui, elle a été très critiquée pour ça. Très. Elle s'est défendue plus tard en disant qu'elle avait été naïve, mal conseillée, qu'elle ignorait la réalité politique. Et c'est un média tout nouveau qui va, contre toute attente, la sauver. MTV. MTV, c'est le grand tournant. Son manager a l'idée de la relancer en Europe. Son clip pour Ball of Confusion commence à tourner. Et elle devient l'une des toutes premières artistes noires à être diffusée en boucle sur la chaîne, qui à l'époque était très critiquée pour être trop blanche. Et à partir de là, en 1983, tout explose. C'est l'album Private Dancer. Un phénomène mondial. Et ce qui est fou, c'est que l'album a été enregistré en seulement 2 semaines. C'est dingue. Le single What's Love Got to Do With It devient numéro 1 partout. À 45 ans, elle devient l'une des plus grandes stars de la planète. C'est le plus grand comeback de l'histoire de la musique. Il y a ces moments iconiques. Le duo au Live Aid avec Mick Jagger. Oui, il lui arrache sa jupe sur scène. Mais elle continue le show, avec une énergie folle, comme si de rien n'était. L'image de l'assurance absolue. Et pourtant, ce qui est touchant, c'est de lire qu'en privé, elle était pleine de complexes. Elle se trouvait bâtie comme un poney. C'est incroyable. À des années-lumière de l'image que le public avait d'elle. Complètement. Mais même au sommet de sa gloire, il y a eu des moments un peu amers. Je pense à son introduction au Rock'n'Roll Hall of Fame. Oui, en 1991, une belle reconnaissance, sauf que c'est le duo Ike et Tina Turner qui est intronisé, pas elle toute seule. C'est une façon de leur envoyer à se passer. Exactement. D'ailleurs, elle n'est pas allée à la cérémonie. Il a fallu attendre 2021, 30 ans plus tard, pour qu'elle soit enfin intronisée en tant qu'artiste solo. Heureusement, sa vie personnelle, elle, ça pèse enfin.
En 1986, elle rencontre Erwin Bach. Un cadre de l'industrie musicale plus jeune qu'elle. Et c'est le début d'une histoire d'amour qui va durer presque 40 ans. C'est le début d'une vie plus sereine. Mais les épreuves, elles, ne sont pas terminées. Loin de là. Non, les sources révèlent une série de problèmes de santé vraiment dévastateurs. 3 semaines après leur mariage, en 2013, elle fait un AVC massif. Il la laisse incapable de marcher. Elle doit tout réapprendre. Puis, en 2016, diagnostic d'un cancer de l'intestin. Et les traitements lui abîment les reins. Elle se retrouve en insuffisance rénale terminale. Sa situation est tellement désespérée qu'elle commence à envisager le suicide assisté, qui est légal en Suisse, là où elle vit. Et c'est là que son mari, Erwin, fait ce geste d'amour incroyable. Il lui propose un de ses reins. C'est une décision énorme et risquée pour lui. La greffe a lieu en 2017 et c'est un succès. Ça lui a sauvé la vie. C'est une histoire magnifique. La source utilise cette très belle phrase. Elle dit qu'après l'opération, elle portait littéralement une partie de son mari en elle. C'est un contraste si fort avec ce qu'elle avait vécu avant. C'est dans cette dernière partie de sa vie qu'elle semble enfin trouver la paix. Elle devient citoyenne suisse, elle renonce à sa citoyenneté américaine et s'installe dans ce manoir au bord du lac de Zurich. Une retraite bien méritée. Mais la tragédie la frappe une dernière fois. En 2018, son fils aîné, Craig, Celui qu'elle avait eu adolescente. se suicide. Pour une mère qui a vécu l'abandon, c'est la pire douleur qu'on puisse imaginer. 23. Et il y a ce petit détail, rapporté par les sources, que je trouve si touchant. Sur la porte de sa maison, il y avait une pancarte en allemand « Ne sonnez pas avant midi ». Le droit au silence, après une vie de chaos, le bruit de violence, c'était le symbole d'une paix enfin trouvée. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Pour moi, c'est bien plus qu'une histoire de succès musical. Ah oui, c'est une leçon de survie. C'est l'histoire de la capacité à se reconstruire, après l'abandon, la violence, la trahison. C'est le parcours d'une femme pour se réapproprier son nom, son histoire, sa vie. Absolument. Elle a pris un nom qui était une chaîne, un outil de possession, et elle en a fait un symbole mondial de force et de liberté. C'est peut-être ça, son plus grand héritage. Montrer qu'on peut reprendre le contrôle du récit de sa propre vie. Et ça nous amène à une dernière pensée. Les sources disent qu'à la fin de sa vie, elle disait avoir pardonné à Ike. Mais elle a ajouté une nuance, et elle est essentielle. Laquelle ? Ike n'était pas quelqu'un que l'on pouvait pardonner et laisser revenir dans sa vie. Et ça soulève une question vraiment intéressante. Qu'est-ce que ça signifie vraiment pardonner dans ces conditions ? Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire pardonner une blessure aussi profonde quand la réconciliation est non seulement impossible, mais surtout indésirable ? Quelle est la différence entre le pardon qu'on s'accorde à soi-même pour avancer et l'absolution des actes de l'autre ? C'est une distinction subtile, mais je trouve fondamentale.